Bonjour à tous. Donc je crois que nous nous quittons au plus tard, je crois, vers 8h30. Et donc on aura aussi un temps pour que vous puissiez poser des questions, avoir un petit temps d'échange. Voilà, donc effectivement, moi je suis philosophe de formation. Et donc je travaille dans cet institut qui a été créé effectivement en 2002 à la suite d'un rapport que Régis Debray avait rendu donc au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jack Lang, sur c'était peu après le 11 septembre, voilà. Bon. Et donc c'était sur la question de l'enseignement laïque du fait religieux à l'école, ou de l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Voilà, avec cette idée toute simple que voilà, on ne peut pas ouvrir son poste de radio ou son journal sans être assailli par des tas de questions bizarres. Le torchon brûle entre les sunnites et les chiites, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Bien. Et donc, si le rôle de l'école est censé former des citoyens capables d'avoir un certain nombre de jugements, ben, ça suppose aussi des connaissances, n'est-ce pas? Et oui. Et donc des connaissances dans un domaine pour le moins compliqué et dont l'étendue est immense dans l'espace et dont la profondeur est également immense dans le temps. Donc c'est un travail absolument colossal. Et donc cet institut a été fondé au sein de l'École pratique des hautes études, qui est un endroit qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais qui existe depuis à peu près le milieu du 19e siècle, à une époque où la recherche française était particulièrement en retard sur la recherche allemande. Et donc cette université a été créée justement pour la recherche, si vous voulez, pour former des chercheurs. Alors cette école a eu une histoire compliquée. Le HESS est une fille de l'EPHE. Et actuellement, il y a 3 sections à l'EPHE. Une section des sciences de la vie et de la terre, où moi j'y connais rien, mais je suis sûr qu'il y a des scientifiques parmi vous, ou des professeurs de sciences. J'y connais rien, enfin, j'ai quelques notions quand même, mais je crois qu'ils sont parmi les meilleurs du monde pour notamment la connaissance des massifs coralliens. Et puis il y a une section des sciences historiques et philologiques et une section des sciences religieuses. Voilà. Sciences religieuses, donc la section a été créée en 1886. Voilà, donc 1886, c'est le moment où la République, vous le savez, va trouver la stabilité qu'elle n'avait jamais pu trouver pendant tout le XIXe siècle, sur le plan politique. Mais cette stabilité politique a été rendue possible, je pense, via une stabilité intellectuelle. C'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, il y a certainement un effort des sciences, et un effort des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences religieuses. Et puis, c'est les années 80, vous le savez, c'est le moment du combat laïque scolaire qui a rendu possible la séparation des églises et de l'État quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas tout à fait un hasard que les sciences religieuses aient été institutionnalisées donc, à ce moment-là. C'est très important, la question de l'institutionnalisation des sciences. Ça veut dire pas simplement que telle ou telle tête pensante isolée puisse travailler dans son coin, mais qu'on puisse chercher d'une manière collective et qu'on puisse transmettre. C'est évidemment très, très, très important. Autrement dit, les sciences religieuses, j'en dirai quelques mots, sont sans doute nées avant les années 1880, mais elles se sont institutionnalisées en France à ce moment-là. Je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est simplement le temps où ces sciences doivent être rendues populaires. Ce n'est pas parce qu'il y a des mathématiciens de très haut niveau qu'on ne peut pas enseigner les maths à des petits ou à des gens qui n'y connaissent rien. Et bien c'est pareil pour les sciences religieuses. Alors on ne peut pas tout faire à la fois, et nos élèves sont déjà, pardonnez-moi l'expression, le cul sur leur chaise du matin jusqu'au soir. C'est une des grandes caractéristiques de l'école française. Les résultats intellectuels ne sont pas là pour autant, vous le savez. Voilà, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde en rajoutant une discipline ou une matière qui serait une matière d'histoire des religions à l'école. Mais en tous les cas, il est certainement très nécessaire que les professeurs, dans le cadre de leur discipline, puissent
prendre en compte un peu cette question-là. Alors d'abord les professeurs d'histoire, mais pas que. Alors pour les professeurs de sciences, c'est très difficile, puisque vous le savez, euh, il y a un peu moins maintenant, mais enfin il y avait 3 grandes lacunes hein, dans l'école française. Une lacune quasiment totale, n'est-ce pas, dans le secondaire, l'histoire des arts, ou l'histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques, et histoire des religions. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, c'est très difficile. Hein. De toute manière, on ne peut pas tout faire admirablement bien, mais c'est vrai que... mais peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué et qui m'ont échappé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'enseignements d'histoire des sciences, ou alors le professeur le fait parce qu'il a un tropisme pour cela, quelques connaissances, qu'il se sent quelques libertés pédagogiques. Mais tout ça n'est pas très évident à organiser. Voilà. Donc moi, je travaille dans cet institut, je fais énormément de formations, mais essentiellement sur les questions de laïcité. Et donc, voilà, je n'arrête pas, je pense à la laïcité au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, en permanence. Voilà. Et donc, depuis les attentats de 2015, c'est pire, mais bon, à la fois, c'est passionnant et je pense tout à fait nécessaire. Alors, pour ce qui est du rapport entre religion et science, je le disais tout à l'heure en discutant avec les amis, là, tout à l'heure, je ferai une partie qui sera tout à fait analogue à ce que je fais. Ça sera assez pratique quand je dois faire des formations dans les SP. Vous savez, les SP qui ont remplacé les IUFM, où l'on forme les professeurs, où ils préparent leur concours et où ils continuent un petit peu après leur concours. Et donc, ils auront à enseigner les sciences, n'est-ce pas, les professeurs des écoles, par exemple, et puis les professeurs de sciences dans le secondaire. Et vous le savez, nous vivons dans une société où ça ne va pas toujours de soi et on peut être soumis à des contestations d'origine plus ou moins ou pseudo-religieuse, peu importe. Et donc, je suis amené à leur parler un petit peu de cette question-là via, notamment, et c'est l'angle que je choisirai, la question de la théorie de l'évolution. Hein, vous savez que c'est un sujet un peu bateau, mais c'est quand même intéressant de savoir pourquoi, comment cette question-là peut rencontrer des difficultés de compréhension, voire des contestations radicales. Pas tellement en Europe, surtout aux États-Unis, mais enfin bon, vous savez que les centres de documentation ont été envahis par un espèce de gros bouquin d'un certain Haroun Yahya avec des belles photos pour nous expliquer que la théorie de l'évolution était une escroquerie. Donc, cela émanait donc d'un groupe turc. Enfin bref, la situation n'est pas nécessairement stabilisée pour toujours. Aux États-Unis, elle avait fini par se stabiliser, effectivement, puisqu'il y a une jurisprudence qui avait fini par établir qu'il était inconstitutionnel d'enseigner le créationnisme ou l'intelligent design, on y reviendra, en cours de biologie, effectivement. Cour fédérale du district de Pennsylvanie, mais la situation américaine politique, je ne vous l'apprends pas, est assez mouvante. On ne sait pas très bien ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer. Au lycée Henri IV, on a, il y a quelques années, organisé un colloque, et ce qui était sympa pour nous, parce que c'est pas du tout évident d'arriver à faire travailler ensemble la section des sciences de la vie et de la terre et la section des sciences religieuses. C'est vrai, on n'a pas l'occasion tellement de travailler ensemble. Et là, ça a été le cas. Et ça a donné lieu à une publication, Théorie de l'évolution et religion, donc aux éditions Rive-Neuve Éditions. Et donc l'intérêt de ce livre, que je vais peut-être vous faire passer pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil, c'est d'abord une première partie qui parle de l'évolution, de la théorie de l'évolution, si j'ose dire, donc des articles plutôt scientifiques. Ensuite, une deuxième partie sur théorie de l'évolution, religion et conception du monde. Et puis, théorie, ça veut dire en gros comment est-ce que cette théorie a été reçue dans telle ou telle tradition religieuse. Et puis, enfin, quelques articles sur théorie de l'évolution, sciences, religion et société. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents sur le marché qui permettent de réunir une réflexion scientifique, une réflexion sur la façon dont les religions ont reçu ou mal reçu
Pardon? Ah, pardon, c'est vous, vous êtes très gentil, pardon, je n'avais pas compris. Et puis aussi, vous trouverez un article qui résume tout à fait la situation sur le plan de la jurisprudence, qui n'est pas toujours très bien connue dans ce débat ou dans ce combat sur la question de savoir ce qu'on peut enseigner, ce qu'on doit enseigner, etc., compte tenu des contestations de la théorie de l'évolution. Alors le sujet de ce soir a déjà été un petit peu annoncé, donc soyons très clairs, sinon indirectement, ce n'est pas une conférence sur ce qu'on appelle vulgairement le problème de l'existence de Dieu, ou si les sciences ou la science a à dire quelque chose là-dessus, même si on en parlera indirectement, c'est pas ça la question, hein. Encore une fois, je pense que dans la longueur et dans l'épaisseur de l'histoire religieuse de l'humanité, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que la question de Dieu est marginale, mais ce n'est pas la question fondamentale. Vous savez que les religions sont d'abord et avant tout des orthopraxies, des systèmes symboliques qui s'articulent au sacré et qui visent à organiser les mœurs. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec une spéculation sur l'existence d'un être comparable à quelque chose qu'on appellerait Dieu. Donc il va falloir quand même que je reprécise un petit peu ce genre de choses, parce qu'on confond toujours la religion avec la question de l'existence de Dieu. Et puis la science, les sciences, ça ne va pas de soi. Enfin, je veux dire, on met un singulier, un pluriel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc ce que je vous propose, c'est dans une première partie, quelques petites réflexions. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire de béotien, mais enfin des réflexions simples, si vous voulez, sur cette question-là, c'est-à-dire les sciences, la science, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par là? Et puis quelques réflexions simples aussi, mais sur des sujets qui ne sont pas forcément bien maîtrisés. Qu'est-ce que c'est que ce mot de religion, mais qu'est-ce que ça désigne? Et faire un petit historique précisément du sens de ce mot religion, qui est extraordinairement instructif. Et on ne mesure pas à quel point ce mot, qui est, comme vous le savez, un mot latin, n'est-ce pas? Ce mot qui désigne une réalité romaine, n'est-ce pas? Ce mot a complètement changé de sens, hein, en quelques siècles, complètement changé de sens. Et encore faut-il le comprendre et le savoir. Et en général, les débats qui n'en finissent jamais, ça vient du fait qu'on n'est pas d'accord sur le sens des mots. Alors, c'est merveilleux, les débats sur la religion n'auront jamais de fin, parce qu'en général, les gens ne mettent jamais sous le mot religion le même sens, n'est-ce pas? Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est dans une première partie. Et puis dans la deuxième partie, effectivement, poser cette question-là, ce que j'essaye d'expliquer à mes jeunes collègues, si j'ose dire. Moi, j'ai longtemps enseigné dans le secondaire. Bon, alors évidemment, les philosophes n'enseignent qu'en terminale, ou en prépa, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de créationnisme? Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se comporter? Comment situer l'enseignement public par rapport aux convictions des élèves, n'est-ce pas? Vous voyez bien que ça pose un problème important, hein. Vous savez bien que c'est la fameuse lettre de Jules Ferry. Vous savez bien que la laïcité, c'est, vous le savez, la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de la liberté de culte, hein. C'est l'article 1 de la loi de 1905. La lettre de Jules Ferry rappelle à quel point le maître est celui qui respecte la conscience de ses élèves et qui s'exprime de telle sorte que rien ne pourrait choquer un père de famille qui viendrait écouter son cours, n'est-ce pas? Et donc le rôle de l'école n'est pas de violer les consciences. Mais le rôle de l'école n'est pas non plus d'être inodore, incolore et sans saveur. Donc le rôle de l'école est bien d'avoir une éthique, une déontologie, une épistémologie, enfin peu importe les mots que l'on emploie, mais l'école a une mission à remplir, effectivement, eu égard à la transmission d'un certain type de connaissances qui répondent effectivement à un certain nombre de critères. Et il peut arriver que les savoirs entrent en contradiction avec les convictions. Voilà. Et donc, il faut parler de cela. Il ne suffit pas de dire « oh bah oui, il y a la science d'un côté, puis les convictions de l'autre, et youpla boum, c'est bon, on n'est pas sur le même plan, donc le problème est réglé avant même de se le poser ».
Parce que si on dit ça, ça ne marche pas du tout. D'abord, historiquement, c'est faux. Et puis, sur le plan pratique, vous n'arrivez pas à parler correctement à vos élèves s'ils invoquent précisément leurs croyances religieuses qui leur paraissent absolument contraires à ce que vous vous racontez en tant que professeur de sciences. Voilà. Alors, pour ce qui est de la science, j'ai envie de dire juste deux petites réflexions courtes. Il y a un texte absolument magnifique de Husserl. Donc, vous voyez qui est Husserl. Donc, c'est un professeur de philosophie qui vient d'être privé de sa chaire parce qu'il est d'origine juive. Et donc, Husserl fait une conférence au début des années 30 sur, vous pouvez trouver ça facilement en librairie, hein, la crise de l'humanité européenne et la philosophie. C'est un texte absolument magnifique. Mais je ne vais pas vous commenter ce texte dans tous ses aspects, mais simplement, Husserl dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit qu'avec la naissance de la philosophie, et évidemment, pour Husserl comme pour les Grecs, il n'y a aucune distinction entre la philosophie et la science, ou l'attitude scientifique, avec la naissance de la philosophie, comment dirais-je, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau qui est né, c'est-à-dire à la fois une nouvelle manière de vivre et même un nouveau type d'homme. Et les mots qu'il emploie sont les suivants, c'est-à-dire qu'il dit les dieux de la cité sont là. Les dieux de la cité, c'est une métaphore pour parler des croyances. On est tous perclus de croyances, hein, quelles que soient ses convictions, eu égard à ce qu'il est convenu d'appeler l'existence de Dieu. Les êtres humains sont bourrés de croyances diverses et variées, et des croyances qui varient avec la culture, avec le milieu social, avec l'époque dans laquelle on se trouve, etc., etc. Et donc, les dieux de la cité, c'est ceci ou cela. C'est ce qui est là. C'est ce qui est posé, c'est ce qui est reçu, c'est ce qui est transmis, n'est-ce pas? Tandis que la philosophie, c'est pas ceci ou cela. C'est une manière d'avancer, c'est une manière de procéder, c'est une méthode. Hein, et dans méthode, étymologiquement, en grec, il y a cette idée qu'il y a un chemin. Autrement dit, et c'est très fort, évidemment, parce que Husserl parle, évidemment, à une époque où le nazisme est en train de gagner du terrain, et il oppose ce qu'il appelle la téléologie zoologique, téléologie, hein, la téléologie, ça vient de télos, hein, la téléologie zoologique, c'est-à-dire comme si, effectivement, le but que l'on poursuivait dans l'existence n'était qu'un but en quelque sorte zoologique, c'est-à-dire animal, une espèce de culte de la nature, si vous voulez, et il oppose à cette téléologie zoologique un autre télos, un autre but, mais qui, lui, est un but qui recule au fur et à mesure qu'on le poursuit à l'infini et qui est tout simplement la recherche de la vérité. Et voilà. Et donc ça, c'est un nouveau genre de vie, si vous voulez. Alors après, le philosophe, le scientifique, quand il rentre chez lui, eh ben, il faut qu'il se nourrisse. Et puis voilà, il a une femme ou pas de femme, il a des enfants ou il n'a pas d'enfants, je ne sais pas quoi. Il vote ou il vote pas. Il est comme les autres. Il a les mêmes problèmes que tous les autres. Il a une vie politique, affective, sexuelle, tout ce que vous voudrez. Il est d'une banalité navrante, n'est-ce pas? Bien. Mais dans son métier, il n'est jamais arrivé. Il est en marche. Il suit une méthode. Il ne se contente jamais de ce qu'il a. C'est ça, l'esprit scientifique. Donc, véritablement, la science, ça perce, ça troue l'horizon, ou ça l'ouvre, ça le découvre en tant qu'horizon. C'est un nouveau mode de vie, un nouveau type d'homme. Alors moi, ce qui m'intéresse dans Descartes, parce que, si vous voulez, c'est un philosophe qu'on a lu ou qu'on n'a pas lu, mais on est tous cartésiens, même si on ne l'a pas lu, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment, non seulement parce qu'on est français, mais parce que vraiment, Descartes a posé un certain nombre de choses qu'on se transmet comme des évidences, mais qui ne vont pas de soi,
mais parce que lui les a pensés, en quelque sorte, pour la première fois. Et relisez le discours de la méthode. Il faut toujours dire relisez, ça fait beaucoup plus chic que lisez, n'est-ce pas? Bon. Les gens bien disent oh, j'ai relu La recherche du temps perdu. En fait, bon, on l'a jamais lu, mais c'est pas grave. Donc, le discours de la méthode, c'est quand même un livre extraordinaire. C'est vraiment un livre extraordinaire. Moi, je le travaillais avec mes élèves quand j'étais prof de philo chaque année, donc je l'ai lu, moi, pour le coup, 25 fois. C'est que vraiment, c'est un livre où un philosophe parle de sa vie. Il parle de son chemin, il parle de son cheminement. Il essaye de faire comprendre ce qu'il a voulu penser à partir de sa propre vie, de son propre chemin, pour suggérer à chacun de se mettre en route lui-même. Et vous le savez, le discours de la méthode a fait fortune, si j'ose dire, alors que ça n'était qu'une petite préface de rien du tout, par rapport à ce que Descartes trouvait vraiment très important, c'est-à-dire des essais de cette méthode, de dioptrique, etc., ou d'astronomie. Donc le problème de Descartes, c'était de faire des progrès aux sciences, n'est-ce pas? Mais avant d'exposer son point de vue sur telle question scientifique, il voulait faire une petite préface. Discours de la méthode, n'est-ce pas? Pour chercher la vérité dans les sciences, suivi de quelques essais de cette méthode. Voilà, donc c'est une petite préface. Et vous voyez, c'est assez admirable parce que Descartes dit « pour chercher la vérité dans les sciences ». Il parle encore au pluriel. Alors, je crois qu'on peut dire que vraiment, Descartes, alors bon, c'est pas le seul, mais en tous les cas, c'est vraiment un des pères de cette manière de penser à partir de laquelle on peut vraiment dire la science, au singulier. Il définit vraiment un état d'esprit bien particulier et même une métaphysique qui est le fondement de l'attitude scientifique moderne. Alors ça vient aussi sans doute du fait, vous le savez, que le discours de la méthode a été publié en 1637, alors que la loi de la chute des corps, c'est bien avant, vous vous rappelez, Galilée, 1604. Et donc le grand tremblement de terre, ça a été incontestablement Galilée. Donc Galilée, d'une part, change complètement les lois de la dynamique, et d'autre part, évidemment, apporte des preuves à l'héliocentrisme de Copernic. Et vous le savez, c'est la fameuse formule que tout le monde répète à juste titre, n'est-ce pas, de Galilée, la nature est écrite dans une langue et qui est la langue mathématique. Donc la nature est écrite dans une langue mathématique. Et donc, grosso modo, devient scientifique ce qui peut se formuler selon des lois qui sont formulables mathématiquement. C'est ça qui, d'une certaine manière, change tout. Et donc Descartes, qui est le contemporain de cette révolution scientifique galiléenne, il est très touchant parce qu'il parle de ses études. Donc il a fait de bonnes études dans le bon bahut de l'époque qui s'appelle le Collège de la Flèche, n'est-ce pas? Bon. Et il fait le bilan et il dit, bon, alors voilà. Et c'est assez extraordinaire parce que, alors en plus, il écrit le discours de la méthode en français. Vous vous rendez compte de la subversion? C'est le latin qui est la langue scientifique. Donc, je ne dirais pas qu'il écrit le discours de la méthode dans une langue de paysan, parce qu'après tout, l'édit de Villers-Cotterêts est antérieur, n'est-ce pas? Et qui fait du français la langue de l'administration de l'État, n'est-ce pas? Mais quand même, faire de la philosophie en français, c'était tout à fait gonflé à l'époque, en quelque sorte. Ce qui prouve bien que Descartes veut parler à tout le monde, c'est très clair. Il veut véritablement sortir la philosophie du monde strictement académique. Et donc Descartes dit, alors pour ce qui est de la poésie, c'est admirable, mais bon, je n'étais pas très doué. C'est intéressant, cette façon de poser les... Ça ne va pas de soi non plus, sur le côté doué ou pas doué, vous savez. Il y a des gens qui vous disent, ah oui, pour les arts, il faut être doué, alors pour le reste, il faut par contre suer. Bon, ça ne va pas de soi, après tout. Mais Descartes pose cette façon de voir les choses. Il n'est pas très doué en poésie, il trouve ça beau, mais enfin bon, voilà. Très bien. Pour la philosophie, alors là, il est extrêmement dur. Bon, finalement, on parle de tout et de rien. On n'arrive pas finalement à trancher. Pour la théologie, ce qu'il dit, c'était incroyablement subversif. Il dit, au fond, je ne sais pas si
Je ne pense pas que Jeanne d'Arc était aussi célèbre qu'elle, parce que Jeanne d'Arc est une invention du 19e siècle. Je veux dire, Jeanne d'Arc est un personnage historique qui est terriblement documenté, mais enfin, peut-être que la renommée de Jeanne d'Arc est relativement récente. Enfin, bon. Mais en tous les cas, il dit, voilà, une bergère en sait au moins autant. Vous imaginez un peu l'audace, enfin, par rapport au docteur de la Sorbonne. Donc, pour ce qui est de la religion, il est toujours resté finalement un bon catholique. Mais en gros, une bergère en sait autant que... Hein. Donc le seul truc qui m'intéressait vraiment, c'était les maths, parce que là, au moins, on savait où on allait, quoi. Voilà. Et puis, on expérimentait ce qui, pour Descartes, vraiment lui procurait quelque chose de l'ordre de la jouissance, c'est-à-dire la certitude. Voilà. C'est quelqu'un qui jouissait par la certitude que lui procuraient les mathématiques. Et il se dit, vraiment... c'est trop bête qu'on ne puisse pas construire quelque chose de plus relevé, en quelque sorte, à partir de ce genre de possibilités. Ça serait vraiment très bien si on pouvait parvenir à autant de certitude en philosophie, c'est-à-dire dans une question extrêmement importante et très grave pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment nous conduire en cette vie et comment conduire notre vie. Donc voilà, c'est ça, Descartes. Et donc, c'est comme ça qu'il propose le fameux doute méthodique, si vous voulez, de douter de tout. Alors, je vous passe tous les détails. Je doute de tout, mais je ne peux pas douter du fait que je doute. Donc, si je doute, je pense. Donc, si je pense, je suis. Donc, ce n'est pas une déduction, ce n'est pas un syllogisme, c'est une expérience. Hein. Donc, l'idée, c'est que l'expérience du doute, si on la mène vraiment à fond, soi-même et pour soi-même, alors on fait cette espèce de découverte, cette capacité finalement que nous avons de nous décoller. L'esprit, c'est ce qui nous arrache, littéralement. L'esprit, c'est ce qui nous permet de désadhérer. Nous naissons dans l'adhérence. D'abord, nous sommes en permanence envahis par nos émotions, par l'état de notre corps, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres humoraux, n'est-ce pas? Nous sommes de bonne ou de mauvaise humeur. Nous naissons dans tel pays, à telle époque, dans telle famille, dans telle religion ou anti-religion, ça revient à peu près au même. Et on est forcément submergé par des habitudes, des traditions et des croyances. Mais il y a quelque chose qui n'existe que si l'on s'en sert, qui n'existe que si l'on essaye soi-même, comme la marche se prouve en marchant, et qui consiste à douter, voilà, à être sceptique. Ça vient d'un verbe grec, c'est pas ne rien savoir et ne rien foutre, c'est au contraire pratiquer le doute. Et si vous vous mettez vraiment à pratiquer le doute, y compris sur tout, ou sur l'existence du monde, ou sur votre propre existence, à un moment donné, vous ne pouvez plus douter d'une sorte de noyau qui est le cogito, qui est le je pense, qui est, je dirais, intellectuellement ou spirituellement la traduction de quelque chose qui ressemble à la colère. La belle et saine colère, hein, c'est ce qui fait dire à Emmanuel Kant, dans ses réflexions sur l'éducation, hein, il parle du caractère. Le caractère, c'est le fait que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, peut et devrait même expérimenter le fait de dire non. Il y a des fois où on peut dire non, absolument non. Et le caractère, c'est quelque chose que l'on a ressenti dans sa vie comme une véritable explosion. Mais il y a un rapport entre la force de caractère et l'appréhension en soi de quelque chose qui est l'esprit, qui est capable de remettre en cause ce qu'on vous présente comme étant nécessairement vrai, n'est-ce pas? Et donc le fondement métaphysique de la science, c'est la distinction de la res cogitans et de la res extensa, de la chose pensante et de la chose étendue. Et c'est dans ce dualisme que la philosophie moderne va naître, le sujet pensant et l'objet pensé. Oui. C'est comme ça que la science fonctionne, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là, le fondement métaphysique de la science, c'est ce dualisme-là,
ce qui se traduit par une lecture matérialiste du monde. On peut être matérialiste, c'est-à-dire adopter le matérialisme comme philosophie générale, mais le matérialisme est la philosophie spécifique de la science. Oui, c'est-à-dire qu'un physicien qui vous expliquerait ce qui se passe dans la nature en ayant recours à je ne sais quel génie ou force obscure, vous trouverez que c'est peut-être intéressant, mais que ça n'a strictement aucun intérêt sur le plan de la science physique, qui essaye de rendre compte, effectivement, de régularités et de phénomènes observables dans un monde, effectivement, dont on peut faire l'expérience. Alors, je sais bien, peut-être qu'il y a des spécialistes de la mécanique quantique et qui m'expliqueront volontiers qu'aujourd'hui, faire des expériences, c'est pas si simple. Je sais bien. Mais au fond, je pense que c'est ça, fondamentalement, que Descartes explique, ce qui se traduit d'une manière populaire par la distinction de l'âme et du corps. Mais c'est simplement un préalable méthodologique. Et pourquoi est-ce que Descartes fait ce préalable méthodologique? C'est parce qu'en fait, il a une idée très précise et très sympathique. C'est qu'il explique que la philosophie, dans toute l'Antiquité, et de ce point de vue-là, il a été nourri par la tradition philosophique, notamment les stoïciens. Vous savez, les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Donc, ce qui dépend de nous, c'est le fait de penser et de vouloir. Et puis, tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui nous arrive. Et donc, il faut uniquement s'occuper de ce qui dépend de nous et rester stoïque et impassible par rapport au malheur, etc. C'est une très belle école de pensée morale et spirituelle dans laquelle Descartes a été élevé comme n'importe qui fait des études classiques à peu près construites. Mais, dit Descartes, c'est très beau, si vous voulez, mais c'est un peu orgueilleux. Car l'âme dépend si fort de nos organes. Et la philosophie de Descartes, c'est la philosophie sur laquelle nous avons construit toute notre société, qui génère d'autres mots, à savoir que ce qui est vraiment important, c'est faire des progrès à la médecine matérialiste. Celle, la même qui sans doute ne nous satisfait pas entièrement aujourd'hui, parce que l'homme est un tout, que je ne sais pas quoi. Mais peu importe, je pense que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en parapsychologie, en sophrologie, en yoga, en tout ce que vous voudrez. C'est forcément excellent. Simplement, si vous cassez la jambe ou si vous avez une infection ou je ne sais pas trop quoi, ou si on doit vous changer le cœur, bah, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui s'y connaissent dans la plomberie. Voilà, en gros. Hein. Donc voilà, l'Occident a fait des progrès considérables dans la plomberie. Et ça, c'est Descartes qui le pose comme la finalité de la philosophie et de la science. Parce que si nous sommes en bonne santé, on a une condition nécessaire, mais pas suffisante, ô combien, pour pouvoir faire de la philosophie, c'est-à-dire pour faire des choses intéressantes, pour se servir de son esprit. Donc c'est ça l'idée de Descartes. Il faut faire de la science, pourquoi? Parce que c'est utile. Il a une conception très utilitariste de la science. Et il n'a pas tort. Et il faut faire surtout des progrès à la médecine. Voilà. Donc l'attitude scientifique, on peut vraiment parler d'une attitude et de la science chez Descartes, impressionné par Galilée. Encore une fois, cette vision du monde scientifique et technique que beaucoup critiquent et qu'on peut ou qu'on doit critiquer, mais qui a fait faire des progrès considérables. Pour ce qui concerne maintenant la philosophie, la religion, pardon, le mot religio chez les Romains s'oppose à superstitio. Bon. Donc fondamentalement, la religion, c'est le contraire de la superstition pour les Romains, d'accord? Donc la superstition, c'est les croyances des imbéciles, c'est-à-dire des non-romains. Donc des barbares qu'on doit conquérir. Donc ils croient des trucs bizarres. Et la religio, c'est la religion des Romains qui, vous le savez, sera aussi la religion impériale, c'est-à-dire une religion civique, où on rend un culte à l'empereur. Et quand le christianisme naîtra, le christianisme va renverser la relation entre religio et superstitio. Et le christianisme dira qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion chrétienne, qui est la vérité, et toutes les autres croyances, ce sont des superstitions. Voilà. C'est comme ça que le christianisme s'est construit, en renversant l'opposition fondamentale et fondatrice entre religion et superstition. Et religion, ça désigne aussi, au sens fort, la vie des moines.
Il y en a encore des traces dans notre langage ordinaire quand on dit entrer en religion. Donc au départ, la religion, le mot religion ne désigne encore une fois que la religion chrétienne, et j'ai presque envie de dire dans le langage latin, dans l'Église d'Occident, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. D'accord ? Et donc quand la chrétienté se divisera, sans parler des débats avec l'orthodoxie, qui est plutôt grecque de culture, le simple fait de désigner les protestants par le mot la RPR, la religion prétendue réformée, ben ça met déjà en quelque sorte un début de commencement de diversité dans l'acception du mot religion. Et puis, le pas d'après, qui va être très important, c'est au XVIIIe siècle, le moment où les philosophes opposeront la religion naturelle aux religions statutaires. Donc la religion naturelle, en gros, c'est celle qui pense qu'il y a un ordre dans l'univers, et c'est celle qui pense qu'il y a un ordre dans notre propre cœur, et que donc la religion naturelle, c'est chercher l'ordre de l'univers, d'une part, et de chercher en soi et pour la société l'ordre moral. Et cette religion n'a pas besoin de croyances particulières, n'a pas besoin de clergé, n'est-ce pas, etc., etc. Et donc les religions statutaires sont aussi nombreuses que la religion naturelle est une. On retrouve ce schéma bien connu, la vérité est une, l'erreur est multiple. Mais du coup, du point de vue de la religion naturelle, des philosophes de Voltaire, si vous voulez, du point de vue de la religion naturelle, tout d'un coup, l'islam devient une religion. L'islam qui, de toute manière, n'entrait pas, si j'ose dire, dans la catégorie digne d'être appelée religion par le christianisme à l'époque. L'islam, ou pourquoi pas d'autres religions. Et c'est au XIXe siècle, et seulement au XIXe siècle, que le mot religion a obtenu le sens, ou a fini par acquérir le sens qu'on lui donne aujourd'hui, sans qu'on se soit vraiment rendu compte que c'est un changement de sens complet. Et le sens que le mot religion a fini par prendre au XIXe siècle, c'est un sens qui est profondément lié à l'anthropologie, à l'ethnologie, à l'essor des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences historiques. C'est-à-dire que quand on va étudier les sauvages, c'est justement pour dire qu'ils ne sont pas si sauvages. On a déjà cette marque de l'esprit chez Montaigne. Quand vous lisez les essais de Montaigne, c'est la première mondialisation. On découvre qu'il y a des Chinois et puis des sauvages qui vivent nus en Amérique. Et Montaigne dit, mais ils sont peut-être plus vertueux que nous. Donc c'est une espèce de véritable révolution, si vous voulez. Véritable révolution. L'humanisme et la Renaissance, déjà, en reprenant contact avec l'Antiquité, considèrent que les païens ne sont pas nécessairement des imbéciles. Ce qui est déjà un peu troublant par rapport à cette idée qu'il ne peut y avoir qu'une seule forme de vérité, la vérité chrétienne. Donc vous voyez, le fait qu'on soit soumis à l'épreuve de l'altérité de l'Antiquité pour le christianisme, l'altérité des sauvages pour Montaigne, qu'il trouve au moins aussi vertueux que les Européens. Et au XIXe siècle, deuxième seuil de mondialisation, on vit certainement le troisième avec l'économie et le numérique, là, l'altérité, tout d'un coup, elle est énorme, elle est mondiale. On va se promener partout pour découvrir des tas de peuples bizarres. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde a compris ce qui se passe. C'est que les autres, ce n'est pas simplement des gens qui vivent loin, mais c'est mon voisin de palier. Donc ça crée un certain nombre de questions, de difficultés, etc. Donc fondamentalement, l'ethnologue, l'anthropologue ne voit pas les sociétés qu'on n'ose plus appeler primitives
qu'on a appelées ensuite premières, et qu'on pourrait appeler maintenant les sociétés qu'ébranlis, n'est-ce pas? Non, ils ne sont pas débiles du tout. Ils ont une pensée très élaborée. Hein, lisez moi, c'est un livre qui m'a bouleversé, le livre de Pierre Clastre. Ça a changé ma façon de penser quand j'ai découvert ce livre. Le livre de Pierre Clastre qui s'appelle « La société contre l'État », c'est extraordinaire, qui est une méditation. C'est un livre qui a été écrit dans le milieu des années 70. Pierre Clastre, C-L-A-S-T-R-E-S, « La société contre l'État ». C'est un livre qui a eu une descendance intellectuelle énorme. Et donc fondamentalement, la religion, ça devient la forme naturelle de la culture, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va passer du modèle théologique de la religion à un modèle anthropologique. C'est-à-dire que le modèle théologique, c'est l'humanité est un peu fruste, etc., etc. L'humanité s'est éloignée de Dieu après la création, et puis après, en fonction des prophètes, de Jésus-Christ, etc., de la Bible, ce que vous voudrez, le Coran pour les musulmans, et ça s'arrange, et donc l'humanité finit par s'affiner. Il y a une sorte de distillation qui fait que l'humanité marche vers un progrès spirituel au travers d'une représentation juste de Dieu. Ça, c'est le modèle théologique de la religion. Ce modèle théologique, on l'a complètement renversé à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, quand vous lisez Durkheim ou tous les gens qui bossent à cette époque-là, il apparaît que la religion, c'est la forme première de toute organisation sociale. C'est-à-dire que dans une société première qui n'est pas débile pour autant, tout est religieux. C'est la forme d'avant la division sociale du travail. Donc vous voyez bien que la question de la religion prend un tout autre sens aujourd'hui. Alors, peut-on être croyant et être scientifique? Bon, c'est vraiment un tout petit département de la question de la religion, ou du rapport entre la religion et la connaissance. Alors, pour arriver à notre question plus précise, c'est-à-dire la question du créationnisme. Alors, il faut faire deux distinctions pour arriver, me semble-t-il, à un résultat pratique tout à fait acceptable par rapport à des élèves. Il faut faire une première distinction, c'est que le mot créationnisme engendre de lui-même et par lui-même une confusion possible. C'est-à-dire on peut avoir le sentiment que la question du créationnisme, c'est la question de savoir si le monde ou l'univers a un commencement ou pas. Or, ce n'est pas la question, évidemment, de l'évolution. Donc ça, la question de savoir si le monde a un commencement ou pas, ça, c'est une question métaphysique. Bon. Et donc, Kant traite de cela dans la critique de la raison pure au XVIIIe siècle, et il montre bien comment il n'y a pas de réponse rationnelle à ce type de question. Pourquoi? Parce qu'il appelle ça une antinomie de la raison. Une antinomie de la raison, c'est une question vis-à-vis de laquelle on a de bonnes raisons de répondre oui et de bonnes raisons de répondre non sans pouvoir trancher entre le oui et le non. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il n'y a pas d'effet sans cause, n'est-ce pas, et que rien n'est sans raison, eh bien vous remontez nécessairement de l'instant t à l'instant t-1, etc., 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 jusqu'à devoir très nécessairement trouver une cause au fait que le monde soit. Hein, vous vous rappelez ce que disait Leibniz? Une fois qu'on a admis le principe de raison, se posent deux questions. La première, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? En gros, c'est ce dont s'occupent la philo et la métaphysique. Et la deuxième question, c'est pourquoi les choses sont-elles ainsi et non pas autrement? C'est ce qu'on appelle la science, grosso modo. Donc, si vous pensez que rien n'est sans raison, si vous ne pensez pas que la nature est un chaos, remontant sans cesse la chaîne des causes et des effets, vous finissez par tomber
sur une question qui n'est plus la question de savoir pourquoi les choses sont-elles ainsi, non pas être autrement, mais vous tombez sur la question pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien. Et donc vous dites, comment se fait-il que le monde soit? Et donc, hop, vous trouvez, si le monde est, c'est qu'il faut bien qu'il ait une cause première. C'est une façon de définir Dieu. Dieu est cause de lui-même, cause première. Mais si vous posez que Dieu existe, exister en latin, ça veut dire se tenir hors d'eux. Voilà. Si vous posez que Dieu existe, il faudra que vous cherchiez une cause à l'existence de Dieu. Et donc, on ne peut pas débrouiller cette question-là, si vous voulez. Et ça serait une erreur de croire que la très intéressante théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers a tranché le débat. La théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers rend tout à fait plausible l'idée qu'il y a un commencement. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a la théorie du multivers. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une multitude d'univers. C'est-à-dire qu'on peut être dans un univers qui est né à un moment donné, mais il est peut-être né dans un autre univers, etc., etc. Donc, on ne peut jamais trancher ce genre de questions. Donc, la première chose à faire, c'est que ce que vous enseignez ne consiste pas à interdire à vos élèves de penser que le monde a un commencement absolu. Et l'enseignement que vous donnez ne consiste pas à interdire non plus à vos élèves de penser que le monde existe de toute éternité et n'a pas de commencement. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il y a deux hypothèses métaphysiques qui sont tenables. Et le prof de science n'enseigne rien là-dessus, il n'a rien à dire là-dessus. Enfin, il est bon qu'il ait réfléchi à la question, mais bon. Mais son enseignement ne porte pas sur cette question-là. C'est clair? Bien. Alors ensuite, il y a une deuxième distinction fondamentale qu'il faut faire. C'est la distinction entre le littéralisme religieux, qui est le fixisme, si vous voulez, et d'autre part, ce que les Américains appellent l'intelligent design, et qui est en fait une vieille philosophie, aussi vieille que la philosophie d'Aristote, et qui consiste à penser effectivement que si le monde est ce qu'il est ou tel qu'il est, c'est qu'il y a une intelligence supérieure, en quelque sorte, qui l'a un peu calculé, en quelque sorte, pour qu'il puisse atteindre telle ou telle finalité. Donc, le créationnisme au sens du fixisme ou du littéralisme religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez la Bible et vous voyez, Dieu a créé les éléphants, enfin c'est pas écrit comme ça, mais au fond, voilà, il y a cette idée que les espèces sont des créations expresses qui ont été créées telles quelles par la volonté de Dieu, d'accord? Et qu'elles sont donc séparées les unes des autres. Et qu'elles ne changent pas ou qu'elles n'évoluent pas. Alors que la théorie de l'évolution nous enseigne, je ne sais pas si c'est tout le contraire, mais tout autre chose. Est-ce que vous avez déjà vu une représentation spatiale de la théorie de l'évolution? Alors ça c'est fondamental. Hein. Et débrouillez-vous pour trouver ça sur Internet. Si vous, au musée des Confluences à Lyon, il y en a, c'est magnifique. C'est comme une grosse éponge. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution, ce n'est pas du tout un truc qui monte comme ça. Non. Il y a un centre. Le centre, c'est le début de la vie. Et puis, à partir de ce centre, il y a des ramifications. Il y a des grosses branches, des petites branches. Ça, c'est comme une espèce d'énorme éponge. Ou un peu, vous savez, comme on prend un organe, vous prenez le foie, et puis vous mettez un produit spécial qui rentre dans tous les vaisseaux sanguins du foie, et puis après, vous représentez l'organe au travers de ces vaisseaux sanguins. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ça fait comme une espèce de rayonnement, de ramification. Donc, c'est ça, la théorie de l'évolution. Et donc, où l'homme se trouve sur un rameau paumé au milieu d'une grosse éponge, qui est évidemment un peu désobligeant, un peu vexant, mais c'est comme ça. On est paumé parmi d'autres, voilà. Et comme vous le savez, on n'est pas... vous savez, les gens qui ne connaissent pas du tout la théorie, pendant longtemps, mais encore maintenant, il y a des gens qui disent, mais enfin, l'homme ne peut pas descendre du singe, la preuve, c'est qu'il y a encore des singes. Mais vous savez très bien que c'est une formule rigolote,
Mais c'est plutôt que ce qu'on appelle les grands singes, et nous avons des ancêtres communs. Mais ça ne veut pas dire qu'on descend du singe au sens du chimpanzé. Voilà. Donc, le littéralisme religieux qui consiste à lire les livres religieux comme des livres de sciences naturelles et à les prendre à la lettre, eh bien, ce littéralisme ou ce fixisme est totalement incompatible avec la théorie de l'évolution. Voilà, purement et simplement. Quant à la philosophie finaliste, c'est une philosophie qu'on trouve tout à fait chez Aristote, en quelque sorte. Il y a cette idée qu'au fond, ce qui fait qu'un être vivant est vivant, c'est qu'il a une âme, psyché, c'est-à-dire un principe de vie, en quelque sorte. Et que l'être vivant se déploie pour atteindre un but ou un télos, en quelque sorte. Voilà. Alors, j'ai presque envie de dire que, philosophiquement parlant, vous pouvez très bien vous représenter la nature et l'histoire de la nature, ou le monde et l'histoire du monde, comme étant animé, en quelque sorte, par un projet. Je veux dire, c'est philosophiquement défendable. Mais simplement, ce n'est pas une théorie scientifique, si vous voulez. Ce qui est une théorie scientifique, c'est quand vous êtes capable d'indiquer un processus et que vous êtes éventuellement capable de le reproduire. Il est tout à fait remarquable aussi de voir comment la théorie de l'évolution chez Darwin a pu être à la fois confirmée et affinée par les immenses progrès qui sont assez récents de la génétique. De la même manière que les lois de Mendel ont pu être observées avant même qu'on ne connaisse le support matériel de la génétique et de l'hérédité. C'est-à-dire qu'on a compris ça uniquement à partir du moment où on a compris comment était goupillée la molécule d'ADN. Et Crick et Watson, si mes souvenirs sont bons, c'est 1953. Donc c'est quand même relativement récent tout de même. Voilà. Autrement dit, les doctrines religieuses sont-elles compatibles avec l'enseignement public? Ou encore, la science est-elle l'ennemi des religions? La réponse est oui. Dans certains cas, très clairement. Très clairement. Et il faut le dire, il ne suffit pas de dire la science est d'un côté, la religion de l'autre. Quand la science se mêle d'énoncer des vérités dans un certain domaine d'une certaine manière, elle tombe sous l'autorité légitime de la science. Et là, elle a tout faux. Dans certains cas, le cas de Galilée, par exemple, qui est très intéressant. Pourquoi? Vous avez une lettre célèbre du cardinal Bellarmin qu'il envoie à un collègue, je ne sais plus si c'est Toscarini, je crois bien. Et Bellarmin a tout à fait compris la théorie de Galilée. Il a compris que Galilée avait raison, que l'héliocentrisme était la bonne théorie, et il est très emmerdé. Et dans cette lettre, il dit il faudrait dire que l'on parle hypothétiquement pour sauver les apparences, qui est un terme classique en astronomiste. Sauver les apparences, ça veut dire expliquer les observations que l'on fait notamment avec la lunette que Galilée a construite. Parce que le risque est grand de nuire à la sainte foi en rendant fausses les saintes écritures. Et de citer Ecclésiaste, le soleil se lève et se couche et revient à son lit, étudie dans un coin d'un livre paumé, etc., etc. Et voilà ce que dit Bellarmin. S'il y avait une véritable démonstration de l'héliocentrisme, ce qui est le cas, il faudrait procéder avec grande circonspection dans l'explication des Écritures qui semblent être contraires et dire que nous ne les comprenons pas plutôt que de dire qu'est faux ce qui est démontré. C'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que Bellarmin pressent véritablement la lecture historico-critique des textes religieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si l'héliocentrisme est prouvé, alors on ne peut plus lire les textes religieux d'une manière littéraliste. Et donc on est obligé, effectivement, de mobiliser d'autres sciences, historiques, archéologiques, philologiques, considérables.
C'est toute l'aventure de la lecture historico-critique des Écritures, n'est-ce pas? Et donc, ce sont les progrès dans le domaine des sciences de la nature qui font faire des progrès aux sciences philologiques. Averroès, par exemple, philosophe musulman médiéval, dans son fameux discours décisif, dont le sous-titre est la connexion de la philosophie et de la révélation, c'est-à-dire comment concilier la philosophie et le Coran. Alors, Averroès, il n'y va pas par 4 chemins. Il dit la vérité ne peut être une et contraire à la vérité. S'il y a une contradiction entre Aristote et le Coran, comme de toute manière Aristote a toujours raison, selon quoi il a tort, est-ce que je veux dire, quand la démonstration est syllogistiquement faite sur un plan strictement logique, etc., alors ça veut dire qu'il faut interpréter le Coran, c'est-à-dire développer la tropologie, c'est-à-dire la tropologie de la langue arabe, c'est-à-dire la capacité qu'une langue particulière a à employer des sens figurés, si vous voulez. Je ne sais pas, dans le christianisme, si vous lisez que, je ne sais pas quoi, le Jésus-Christ est la lumière du monde, ça ne veut pas forcément dire que c'est un champ électromagnétique. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le progrès des sciences nous fait faire des progrès dans une autre forme de science qui est la science du langage. À savoir que le langage est essentiellement, d'abord et avant tout, métaphorique. Et c'est ce que les fondamentalistes, littéralistes, ont beaucoup de mal à comprendre et à admettre. Autrement dit, la conclusion qui sera la mienne, si vous voulez, c'est que l'enseignement, le professeur de sciences de la vie et de la terre, il doit enseigner la démarche scientifique validée par l'expérience, ce qui n'empêche pas que vous puissiez avoir un point de vue matérialiste, athée, ou un point de vue théiste, philosophiquement parlant. La science, elle est agnostique, et vous le savez, c'est Thomas Henry Huxley, qui était un copain de Darwin, et c'est lui qui a inventé le terme d'agnosticisme pour prendre la défense de Darwin, justement. C'est-à-dire le fait de ne pas prendre position sur des questions proprement métaphysiques et qui ne sont pas le métier, en quelque sorte, de la science. Donc voilà ce que j'essaye de dire aux enseignants, et je vous prie de croire que la question, ce n'est pas simplement l'esprit des élèves, c'est aussi l'esprit des enseignants. Il y a parfois des enseignants qui sont... bon, voilà, c'est compliqué. Mais il faut aussi bien expliquer aux gens que la science n'est pas faite pour être totalitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour empêcher plusieurs types de convictions philosophiques, métaphysiques ou des convictions éventuellement religieuses. Par contre, il ne faut pas lâchement prétendre que toutes les opinions sont autorisées. C'est là où c'est difficile. Il y a effectivement des opinions, des croyances qui ne sont pas acceptables. Alors vous pouvez toujours délirer comme vous voulez si vous ne nuisez pas à l'ordre public. Donc ça, vous pouvez toujours raconter n'importe quoi, c'est pas gênant. Mais vous pouvez très bien dire il y a des éléphants roses, ça ne nuit pas à l'ordre public fondamentalement. Donc, mais à l'école, non, il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner, qu'on ne doit pas enseigner, ou qui sont contraires à la démarche scientifique et à l'état de la science à un moment donné. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc, autrement dit, il ne faut pas minimiser la difficulté, et la science peut être effectivement l'ennemi des religions si les religions professent un certain nombre d'opinions tout à fait mal fondées dans un certain nombre de domaines. Mais par contre, il faut bien expliquer que la démarche scientifique n'interdit pas plusieurs options métaphysiques et religieuses en termes de conviction. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir.